Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un parc là, dehors. On est à la tombée de la nuit, il est à peu près... Il est 19h22, donc ouais, le soleil est en train de se coucher tranquillement, donc tombée de la nuit. On est à la tombée de la nuit. C'est assez cool comme ambiance, et du coup je commence mon podcast numéro 2, comme ça, dans un parc. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de FCI. Vous trouverez plus d'informations sur mon projet sur youtube.com/French Comprehensible Input/about. Je teste un nouveau micro que je viens d'acheter parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai un micro pour pouvoir enregistrer des podcasts dehors. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il marche un petit peu moins bien sur un téléphone en fait. Techniquement, dans les explications qu'ils donnent sur le produit sur internet, ils disent qu'on peut l'utiliser avec un téléphone, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression que le son est un petit peu différent. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'espère que le rendu, le résultat, j'espère que le rendu de mon enregistrement va être bon, mais je suis pas sûr, donc je suis un peu nerveux. Mais allez, il faut que je me dise que ça va aller, il faut que je sois optimiste. Donc ça va aller, ça va fonctionner. Ok, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé de ne pas avoir fait de podcast avant. Voilà, j'ai beaucoup de choses et j'essaye de faire beaucoup de choses, mais je suis un peu lent dans ma production de vidéos, de podcasts. Et j'en suis désolé pour ceux qui aimeraient bien que je publie plus. Donc voilà, désolé pour ça, mais je m'y mets là maintenant. Je suis en train d'enregistrer ce podcast numéro 2. Alors dans ce podcast, je vais parler un petit peu de la rentrée. La rentrée, ce fameux mot qu'on a en français, rentrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, il n'y a pas vraiment de mot, on va dire... il y a une expression pour dire la rentrée, mais il n'y a pas vraiment un mot qui veut dire la rentrée. Je ne sais pas trop comment c'est dans votre langue maternelle. Mais voilà, la rentrée en français, c'est quoi ? C'est cette période de l'année où les cours reprennent, où l'école recommence. Donc voilà, c'est la fin de la période estivale. La fin de la période estivale. Estivale, c'est relatif à l'été, d'accord ? La période estivale, c'est la période de l'été. Et donc voilà, l'été se termine, la période estivale se termine et on a la rentrée. L'école recommence. Alors pourquoi je parle de la rentrée ? Pour rappel, moi je suis enseignant et donc clairement pour moi la rentrée ça veut dire un petit peu la reprise sérieuse du travail. Avec ma profession j'ai beaucoup de chance parce que durant l'été je peux vraiment je pourrais utiliser cette expression, je peux me la couler douce, se la couler douce, ok, se la couler douce. Je peux vraiment me la couler douce durant l'été, donc ça veut dire que je peux me détendre, je peux me relaxer, j'ai pas besoin de travailler beaucoup durant l'été. Si je veux, je peux travailler, je peux anticiper le travail, mais si j'ai envie de faire une grosse coupure, si j'ai envie d'arrêter de travailler 1, 2, 3, 4 semaines, et je peux. C'est mon propre choix, c'est mes propres décisions, ce qui est vraiment très, très agréable et ce que j'apprécie beaucoup dans cette profession. Donc voilà, je peux me la couler douce durant l'été, mais du coup, forcément, si je me la suis coulée douce, si je me suis vraiment complètement, si j'ai complètement déconnecté en fait de toute forme d'activité en lien avec l'enseignement, c'est clair qu'à la rentrée, c'est une reprise qui est, on pourrait dire, un petit peu brutale. Okay, une reprise qui est intense. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un gros contraste, en fait, pour les enseignants à la rentrée. On passe de l'été où il faisait beau, on est parti en vacances, on a pris beaucoup de temps pour soi, à un moment où il y a tout qui recommence et c'est assez intense, c'est un gros contraste. Donc, beaucoup de fatigue. Voilà. Ok, je regarde un petit peu mes notes. Comme d'habitude, j'ai noté 2-3 notes. Je regarde un peu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça veut dire progressivement. Je regarde au fur et à mesure. Donc, été, beaucoup de temps. Ouais, donc moi, cet été, j'ai eu énormément de temps pour moi. C'était vraiment génial parce que, pour rappel, je ne sais pas si je l'ai dit dans mon premier podcast, mais moi, je viens de devenir papa. Et donc voilà, cet été, j'ai pu passer beaucoup de temps avec ma famille et c'était vraiment, vraiment génial. Mais du coup, forcément, la reprise est très, très chargée et le contraste est énorme. Donc voilà, rentrée chargée, ça je l'ai dit. Aussi période de pression, voilà, j'ai noté ces mots-là, aussi période de pression. Donc oui, en effet, la rentrée, je pense que c'est aussi une période de pression parce que non seulement il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tâches à effectuer, de documents à préparer, de planification à faire, mais il y a aussi un truc, je pense, qui au final
nous prend beaucoup d'énergie. Là, je parle un petit peu au nom de tous les enseignants. Peut-être que pour certains enseignants, c'est différent. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie et je dirais que c'est en fait les premières impressions. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. La première impression, c'est quoi ? C'est l'impression qu'on fait à une personne au moment où on la voit pour la première fois. Okay ? Et je pense que ça s'applique clairement à l'enseignement parce que la première fois qu'on voit une classe, on a envie de donner une certaine image de soi. Et on va dire que l'enjeu est grand. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, l'enjeu. J'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent le connaissent, mais juste l'enjeu, c'est l'importance. D'accord ? Il y a de l'enjeu, il y a de l'importance. L'enjeu est grand. Okay ? C'est un moment qui est important. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui se passe au début, durant les premiers cours, durant les premières interactions, en fait, on montre un petit peu qui on est et on montre aussi un petit peu quelles règles on applique en classe. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai une approche où je pense qu'en début d'année, je suis très très strict. Je pourrais presque utiliser le mot un peu sévère, comme ça, un peu sévère, un peu strict. Et peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent que wow, le prof il est très strict, il est très sévère, et peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'il n'est pas du tout sympathique, okay, que je ne suis pas du tout un prof sympathique. Mais c'est une stratégie claire, une stratégie clairement que j'ai parce que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer l'année en étant très strict. Et petit à petit, donc progressivement, petit à petit, je pourrais même utiliser l'expression aussi au fur et à mesure, d'accord ? Au fur et à mesure, petit à petit, progressivement, devenir un petit peu moins strict et se détendre, ok ? Se détendre, c'est un peu un synonyme de se relaxer, se détendre, devenir un peu moins tendu, ok ? Se détendre. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer en étant strict, ok ? Commencer en étant strict et ensuite être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus doux, un petit peu plus sympathique et ouvert. Je pense que le contraire, c'est dangereux. C'est-à-dire se dire qu'on va commencer par être hyper cool, relax, détendu, très très tolérant. Ah, vous, là-bas, au fond de la classe, vous voulez parler, il n'y a pas de problème, vous pouvez parler autant que vous voulez. Ah, vous voulez utiliser votre téléphone pendant tout le cours, il n'y a pas de problème. Commencer comme ça et puis se dire ah mais en fait ça fonctionne pas, le cours se passe pas bien, donc je vais changer mes règles et à partir de maintenant je vais dire non, vous avez pas le droit d'utiliser votre téléphone, non, vous avez pas le droit de parler en même temps que moi, je suis en train de donner une explication. En fait ça va pas passer. Je pense que ça va mal se passer si on passe de cool, relax, détendu à strict. D'accord ? Je pense que c'est beaucoup plus simple dans l'autre sens. Donc en d'autres mots, et peut-être pour utiliser une expression utile, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être strict au début et petit à petit, de se détendre que de commencer en étant un peu le prof cool qui accepte tout et puis ensuite de serrer la vis. Et c'est l'expression que je voulais utiliser, c'est l'expression serrer la vis. Okay ? Serrer la vis. Serrer la vis. C'est quoi serrer la vis ? Alors, au sens propre, serrer la vis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une vis, mais une vis, par exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser si on est en train de monter un meuble. Okay ? Je vais nommer Ikea, parce que comme ça, tout le monde a cette image en tête. Quand on va chez Ikea et qu'on achète un meuble, on rentre à la maison, on le monte, et probablement, on va devoir utiliser des vis. Donc Ikea nous donne un petit sachet en plastique avec des vis dedans, et on va visser ces vis dans des pièces, généralement en bois, pour assembler et monter le meuble. D'accord ? Des vis. Des vis, c'est pas la même chose qu'un clou. Okay ? Un clou, on l'utilise aussi quand on construit quelque chose. Un clou, on utilise un marteau et on frappe avec le marteau sur le clou. Bam, bam, bam ! Et on enfonce le clou dans du bois. Okay ? Mais une vis, c'est différent, on la visse. C'est-à-dire qu'on doit la tourner et l'enfoncer dans le bois. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle un tournevis. Okay ? Donc, une vis. Et donc, serrer la vis, ça veut dire en fait simplement faire rentrer la vis dans le bois ou dans le plastique, selon le meuble qu'on est en train d'assembler. Bien sûr, là, je vous donne l'exemple d'Ikea. Donc, serrer la vis, ok ? Donc, enfoncer la vis, serrer la vis. Alors, c'est quoi cette expression, serrer la vis ? En fait, là, je vous ai expliqué le sens propre, mais au sens figuré, serrer la vis, ça veut dire devenir plus strict.
ok, devenir plus exigeant, devenir plus sérieux, ok, serrer la vis. Donc par exemple, un prof, il pourrait dire, je sais pas, il raconte une histoire et il dit ah, avec cette classe, franchement, cette année, ça se passe très mal, et du coup, il faut que je serre la vis, d'accord? Je dois serrer la vis, je dois devenir plus sévère, plus strict, je dois édicter des règles qui sont plus claires peut-être, et surtout les faire respecter, d'accord? Serrer la vis. Donc voilà, moi ma théorie, clairement, mon expérience aussi, je pense que c'est ce que m'a montré mon expérience dans l'enseignement, c'est que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer en étant strict et se détendre petit à petit que de commencer en étant le prof cool, très tolérant, et puis ensuite de serrer la vis. Voilà, donc là j'ai parlé un petit peu de la période de pression, et puis je voulais aussi vous parler d'une des difficultés, je dirais, de l'enseignement, et je le remarque un petit peu aussi les moments où je reprends, c'est-à-dire après l'été, donc à la rentrée. Je me rends compte que l'été ça fait du bien parce qu'on n'est pas en classe, on se repose énormément, c'est formidable, c'est génial, et en fait à la rentrée on se rend compte que il y a quelque chose de très fatigant dans cette profession, je trouve. C'est en fait, j'ai mis un terme là-dessus, enfin juste des mots là-dessus, et c'est le nombre de décisions à la minute. Alors bien sûr, c'est pas la seule profession dans laquelle il y a un grand nombre de décisions par minute. Il y a plein de professions dans lesquelles c'est le cas. Mais je dirais que dans l'enseignement, c'est une caractéristique qu'a cette profession, c'est moi, je me vois en classe. Et quand je suis en train d'enseigner, mon cerveau, il est en train de traiter plein de questions et de réponses dans ma tête. Par exemple, je vois un élève qui visiblement n'a pas l'air de comprendre ce que je suis en train de dire. Et du coup, je me dis, ok, comment je peux l'aider? Est-ce que je lui pose la question de savoir s'il a compris ce que je dis ou est-ce que je le laisse tranquille? Je vois deux élèves au fond de la classe qui sont en train de parler. Je me dis, bon, est-ce que je leur fais une remarque maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu de voir s'ils arrêtent? Et je me pose aussi la question, est-ce qu'ils sont en train de parler du cours d'anglais ou est-ce qu'ils sont en train de parler d'autres choses? Vous voyez? Et toutes ces questions-là, c'est pas des questions que je me pose et je réfléchis, je sais pas, 1 seconde ou 2 secondes. Non, c'est vraiment une microseconde. C'est des questions que je me pose très 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 rapidement dans ma tête et à laquelle j'essaie de répondre aussi très rapidement pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que je fais une remarque ou pas? Est-ce que j'interviens ou pas? C'est quelque chose, je dirais, qui représente en fait une difficulté de la profession et qui fait aussi que des fois, juste après 2 heures de cours, rien que 2 heures de cours des fois, avec un certain type de classe, on peut être déjà un peu wow, avoir déjà beaucoup de fatigue parce que c'est une classe qui a demandé beaucoup comment finir cette phrase? C'est un peu compliqué. Parce que c'est une classe dont la dynamique, voilà, c'est une classe dont la dynamique fait que on est sans arrêt en train de se poser des questions, de savoir si les élèves sont en train de comprendre ou pas, si les élèves sont en train d'écouter ou pas, si on doit intervenir ou pas, si on doit intervenir de manière un petit peu sèche, ok, un petit peu directe, un peu brutale comme ça, stop, arrêtez de parler les deux, ok, ou bien de manière un peu plus douce, excusez-moi, s'il vous plaît, je suis en train de donner une explication et je pense qu'elle est utile pour vous. Vous voyez, il y a pas mal de questions un peu complexes comme ça qu'on doit se poser et auxquelles on doit répondre très très rapidement. Donc voilà, j'ai parlé de la première impression, j'ai parlé du nombre de décisions à la minute et voilà, on passe de l'été où on était tranquille, en vacances, on se faisait vraiment plaisir, à un moment où on reprend un peu tout ça et ouais, ça fait qu'on est très vite fatigué, très vite un petit peu sous pression. Mais voilà, c'est normal, je me plains pas du tout. Je pense que j'ai une profession qui est intéressante et que j'ai des bonnes conditions de travail. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Alors, j'ai noté 2-3 trucs, mais je pense que je vais un petit peu abréger. Voilà. Ouais, en fait, je vais enchaîner avec le point suivant. Je viens de dire que la rentrée, c'est une période à enjeu important. Okay, il y a un fort enjeu, il y a un enjeu qui est important. Et je pourrais aussi utiliser cette expression, il y a pas mal de choses qui se jouent. Okay, se jouer, c'est-à-dire qui sont en train de se décider. Et en fait, c'est la même famille que le mot enjeu. D'accord, un enjeu. C'est un enjeu important, c'est-à-dire ce qui est en train de se jouer, d'accord, ce qui est en train de se décider, ce qui est en train de s'établir est important, d'accord. Il y a pas mal de choses qui se jouent. L'enjeu est important.
Ok, donc là j'ai terminé avec cette petite partie sur la rentrée. Je vais enchaîner avec une deuxième partie dans ce podcast où je vais parler un peu de souvenirs que j'ai de ma scolarité. Alors en fait, j'ai décidé de parler de trucs qui m'étaient arrivés à moi durant ma scolarité, donc on pourrait dire des anecdotes d'une certaine manière. Elles sont pas drôles en fait, c'est pas des anecdotes que je raconte parce qu'elles sont drôles, mais juste parce que c'est des souvenirs que j'ai un petit peu. Et j'ai décidé de parler d'un bon souvenir et d'un mauvais souvenir de ma scolarité. Donc je vais commencer par le mauvais, comme ça je pourrais terminer par le bon. Et voilà, je vais commencer par un mauvais souvenir de ma scolarité à moi. Donc, on avait, dans ma classe, on avait un prof de maths. Je vais pas mentionner son nom, mais au cas où son nom commence par D-U-R. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais donc, monsieur D-U-R, je dirai pas la suite. C'était un prof de maths. Et moi, je pense que j'avais peut-être un petit peu du mal à comprendre ses explications, par moment. Et je me souviens d'un moment où il a expliqué quelque chose. Honnêtement, je me souviens plus ce que c'était. Je ne sais pas si on faisait, des équations, si on faisait de la géométrie. Je pense que c'était probablement plutôt des équations, ce genre de choses. Et il y a un moment où vraiment j'ai pas compris. Et il a dit, est-ce que vous avez des questions? Et j'ai dit, excusez-moi monsieur, j'ai pas très bien compris votre dernière explication. Est-ce que vous pourriez la répéter? Et là, le prof a réagi comme ça. Il a dit « D'accord, alors on va répéter pour toi, Lucas. D'accord. » Donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée. En gros, il s'est clairement et ouvertement, ouvertement ça veut dire sans se cacher, il s'est ouvertement moqué de moi en me disant « Tu me demandes de répéter une explication qui était claire, tu es très lent. » Et du coup, puisque tu es très lent, je vais parler comme ça, parce que tu es très lent, Lucas. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Et je vais lister un peu des adjectifs, de choses que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Alors déjà, c'était un moment qui était gênant, d'accord ? C'est un moment qui m'a gêné, qui m'a pas mis à l'aise du tout, d'accord ? J'étais mal à l'aise, j'étais gêné. C'est un moment qui était embarrassant. D'accord, c'est un autre mot, embarrassant. J'entends aussi beaucoup de gens qui disent malaisant. Alors ça, c'est un mot, je pense que vous ne le trouvez pas dans le dictionnaire, mais j'entends mes élèves qui l'utilisent pas mal en français. Donc ça vient d'un malaise. Être mal à l'aise. Et donc il y a pas mal de gens maintenant qui commencent à dire malaisant, parce que il y a ce mot en anglais, d'ailleurs les Québécois ils l'utilisent assez facilement. Un Québécois il pourrait dire c'était un moment bien awkward là, c'était un moment awkward. Donc ce mot-là en fait qui vient de l'anglais, les Québécois l'utilisent pas mal. Nous en français, en tout cas en Europe, j'utilise pas des gens qui disent awkward avec l'accent québécois, mais peut-être en français, ouais, peut-être il y a des gens qui disent c'était awkward, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, malaisant, j'ai l'impression que c'est un mot qui est en train d'être utilisé de plus en plus, particulièrement par les gens, par les jeunes adultes ou les adolescents. Donc voilà, malaisant. Si vous entendez malaisant, vous le comprenez, donc qui rend mal à l'aise. Donc je pourrais dire, même si c'est pas dans le dictionnaire encore une fois, je pense pas, mais c'était un moment qui était malaisant, mais plus que ça en fait, gênant, embarrassant, malaisant, c'était un moment qui était vraiment humiliant en fait. Moi je trouvais que c'était, j'ai trouvé sur le moment, et je le pense encore aujourd'hui. Maintenant je suis adulte, ça fait franchement des années et des années, plus de 10 ans, plus de 15 ans, ouais ça doit faire 15 ans, même plus de 15 ans, presque 20 ans que ça s'est passé, et ouais, en fait, je trouve que c'était vraiment humiliant comme moment, parce que ma question, je suis vraiment certain que ma question, elle n'était pas agressive, c'était vraiment juste, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Donc il n'y avait pas quelque chose d'impoli à ma réaction, il n'y avait rien d'impoli, d'irrespectueux. Et sa réaction à lui était vraiment, je trouve, parfaitement inutile, et surtout, je ne comprends pas vraiment l'intention, parce que je pense qu'en fait, pour d'autres personnes, alors ça l'a pas été pour moi, mais je pense que pour d'autres personnes, ça aurait pu être presque traumatisant comme expérience. Parce que des fois, poser une question, moi je le vois, en tout cas dans ma profession, je vois des fois qu'il y a des élèves, je sens qu'ils n'ont pas compris, mais en fait ils n'osent pas poser de questions. Et
d'une certaine manière, il faut un tout petit peu de courage pour poser une question à un moment. Et du coup, si on se dit, bon, j'ai pas compris, peut-être que je suis le seul de la classe à pas avoir compris, ou peut-être qu'on est juste 2 ou 3, et du coup, ça me rend mal à l'aise de poser la question. Est-ce que je le fais? Je pose la question ou pas? Allez, oui, je pose la question. La personne prend son courage à deux mains. Ok, prendre son courage à deux mains, c'est une expression. Ok, donc c'est-à-dire faire un peu un effort, devenir soudainement un peu courageux comme ça, prendre son courage à deux mains et dire ok, je vais poser la question. Donc la personne prend son courage à deux mains et elle dit écoutez, j'ai pas très bien compris, est-ce que vous pourriez répéter l'explication? Et la réaction c'est quoi? C'est pas de dire ah oui, sans problème. Non, donc de conforter l'élève, de le rassurer sur le fait que c'est ok, il peut poser des questions, il n'y a pas de problème. Non, au contraire, c'est on se moque de lui. Okay, moment gênant, moment embarrassant et même moment humiliant. Probablement que en tout cas certains élèves peuvent être traumatisés et du coup ils peuvent se dire la prochaine fois que j'ai une question, si j'hésite à la poser, je vais plutôt opter pour le fait de ne pas la poser. Okay, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je ne prends pas le risque d'être humilié devant ma classe, devant mes camarades de classe. Et donc voilà, ça c'était vraiment une très très mauvaise expérience d'enseignement et voilà. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand j'enseigne, je fais vraiment je mets vraiment un point d'honneur à toujours montrer beaucoup de respect, peu importe la question. D'accord? Déjà cette expression, mettre un point d'honneur à. Donc mettre un point d'honneur à. Okay, je mets un point d'honneur à toujours rester respectueux s'il y a une question, même si c'est peut-être une question qui n'est pas tout à fait logique ou bien qui est un peu étrange. D'accord? Mettre un point d'honneur à faire quelque chose, c'est vraiment insister et estimer qu'il est très très important de faire quelque chose. D'accord? Mettre un point d'honneur à faire quelque chose. Donc je le vois dans mon enseignement, je fais toujours en sorte que la personne qui pose une question, elle se sente en tout cas le plus respectée possible. Même si des fois j'ai des questions qui sont un peu particulières, ou peut-être un peu hors sujet, ou peut-être un peu drôles, ou bien la personne elle n'a pas écouté mon explication. Mais j'essaie vraiment de faire en sorte que je ne décourage pas mes élèves à poser des questions en fait. Pour moi c'est très important au contraire de les encourager à poser des questions, parce que je pense que c'est bien pour eux déjà parce qu'ils vont apprendre plus de choses, et puis en fait c'est bien pour moi parce que des élèves qui posent des questions, en fait ça met de la vie, ça met des interactions dans les cours, et c'est tellement plus agréable qu'avoir une classe léthargique. Léthargique, c'est un mot qu'on peut utiliser pour décrire quelqu'un ou un groupe de personnes qui n'a pas d'énergie. Okay, léthargique. Donc il n'y a rien de pire qu'une classe léthargique où il n'y a pas de participation, les gens disent rien, c'est vraiment 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 difficile. Donc voilà, ça c'était une anecdote un peu d'un mauvais souvenir en lien avec la scolarité. Et maintenant je vais enchaîner avec un bon souvenir. Et ce bon souvenir, alors c'était une prof de géographie dont le nom commence par C-H-E. D'accord, je ne vais pas dire son nom en entier, je vais rester dans l'anonymat, mais voilà, C-H-E. Et elle était prof de géographie, et en fait le bon souvenir que j'ai, c'est que j'estime qu'elle nous faisait beaucoup réfléchir. Okay, elle nous faisait vraiment beaucoup réfléchir. Elle nous faisait raisonner. Elle nous faisait trouver les choses par nous-mêmes. Okay, il y avait des moments de silence où on sentait qu'elle nous posait une question et elle nous demandait de raisonner, de nous poser des questions dans notre tête et d'essayer de trouver un peu des réponses. Elle ne nous servait pas les réponses sur un plateau, toutes préparées. Ça, c'est une expression un peu qu'on peut dire, quelque chose servi sur un plateau. C'est juste une manière de dire que voilà, il y a tout qui est préparé, il y a tout qui est mâché, on peut dire. Mâcher, c'est le fait de... Quand on mange un aliment, on le mâche, okay, avec les dents et la mâchoire. Non. Mâcher, ok, mâcher un chewing-gum. Donc, il y a tout qui est mâché, il y a tout qui est servi sur un plateau, préparé. Non, c'était pas comme ça. Elle nous donnait peut-être un texte à lire, ou bien... une activité à faire, et elle nous posait des questions là-dessus. Et je sentais vraiment durant le cours qu'il y avait des moments où la grande majorité des élèves qui écoutaient, en tout cas, se posaient des questions, et du moins, je dirais une grande partie de la classe comprenait un peu des trucs. Et je pense que ça nous a beaucoup appris, non seulement ça nous a appris des choses, mais ça nous a aussi appris à raisonner. Et je pense que c'est quelque chose de très très important à l'école, pas simplement d'apprendre
des choses, mais aussi d'apprendre des méthodes d'apprentissage. Donc voilà, pas seulement le savoir, mais aussi la méthode d'apprentissage et comment raisonner, comment avoir une réflexion et comment se poser des questions et aussi comment simplement développer son esprit critique. Donc voilà. Et donc là pour l'instant, je suis juste en train de complimenter un peu cette prof parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle faisait qui étaient très bien. Et en fait, je me souviens d'un moment où on a eu un espèce de, je pourrais dire un module, ou en tout cas un chapitre, plutôt un chapitre durant lequel ce qu'elle faisait en fait, c'est que je crois qu'elle se basait sur un livre, et c'était un livre où il y avait des photos de personnes qui avaient été photographiées en fait avec tous leurs biens. Donc parce que ce que j'entends par tous leurs biens, c'est tous leurs objets, d'accord, vos biens. Tous mes biens. Par exemple, là, moi, je suis dehors dans un parc, mais j'ai des biens sur moi. Mes biens, c'est quoi ? C'est par exemple mon téléphone, c'est mon bien. Mes clés, c'est un de mes biens, d'accord ? Avec tous ces biens, avec tous leurs biens, donc tous leurs objets, toutes les choses qu'ils possèdent. Donc, c'était des personnes qui avaient été photographiées avec tous leurs biens devant leur maison. Et ils étaient là, comme ça, sur une photo, avec toute leur famille et tous leurs biens qui avaient été sortis de leur maison ou de leur appartement ou de l'endroit où ils habitent. Et c'était assez incroyable parce qu'on voyait en fait, en une photo, on voyait déjà leur visage, leur physique, on voyait aussi un petit peu autour le paysage. Donc ça donnait un peu une indication sur quel pays c'était, peut-être dans quelle région du monde ça se trouvait. Est-ce que c'était un pays chaud ? Est-ce que c'était un pays plutôt froid ? Est-ce que c'était un pays où il y avait, je ne sais pas, beaucoup d'arbres ? Ou bien au contraire, un pays un peu désertique, ou en tout cas une région désertique ? On voit aussi le visage de ces personnes et on voit surtout ce qu'ils possèdent. Et c'est vrai que ce qu'ils possèdent, en fait, ça donne aussi pas mal d'informations sur leur niveau économique, leur origine sociale. Et en fait, le but, c'était justement de se poser des questions un petit peu là-dessus, d'essayer de voir un peu ce que possédaient les gens de certaines régions du monde, de voir un petit peu le contraste avec d'autres régions du monde où des gens possèdent beaucoup, beaucoup moins de choses et des choses aussi qui sont peut-être beaucoup plus anciennes. Je prends par exemple un exemple, je me souviens qu'il y avait une photo où il y avait une famille qui était aux États-Unis et on voyait beaucoup d'objets en plastique, alors qu'en opposition à cela, on avait une famille mongole, donc en Mongolie, et on voyait très très peu d'objets en plastique. Donc une famille qui était devant sa yourte, c'était des gens qui vivaient dans une yourte. Donc une yourte, c'est typiquement mongol et c'est une sorte de tente dans laquelle vivent certaines personnes, en tout cas en Mongolie. Et donc on voyait une famille en fait devant leur yourte avec tous leurs biens qui étaient sortis et on voyait très très peu d'objets en plastique. Donc ça montrait un petit peu le mode de vie des personnes en une photo. Donc il y avait quelque chose d'assez intense là-dessus et on avait fait un module où on avait travaillé là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'était assez fou, c'est que en fait, je dirais que cette année avec cette prof, moi j'ai toujours été très très curieux, très très intéressé par les cultures différentes, l'origine des gens, les langues. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les langues étrangères. Et je pense que cette année, en fait, elle a encore intensifié mon intérêt pour justement la diversité culturelle, la diversité des langues et simplement le fait de découvrir en fait des personnes d'origine différentes et leur mode de vie. Et en fait, à la fin du module, ce qui s'est passé, j'en arrive un petit peu à ce qui me plaît beaucoup dans cette anecdote, c'est on est arrivé au moment où il y avait une évaluation. Donc elle a dit, voilà, dans cette évaluation, je vais vous poser 2-3 questions sur des concepts qu'on a étudiés, mais je vais aussi à un moment vous mettre une photo qu'on n'a pas vue en classe. C'est une photo qu'on n'a pas vue en classe et je vais vous demander d'essayer de réfléchir à quel pays ça peut être dans le monde. D'accord ? Parce que, bien sûr, elle avait attiré notre attention sur le fait que, donc attiré notre attention, elle nous avait montré, elle nous avait demandé de vraiment remarquer que, à partir d'une photo, on pouvait déjà décoder ou en tout cas déduire énormément d'informations. On pouvait regarder le paysage, d'accord ? Donc savoir si, par exemple, il y avait des montagnes, savoir si c'était au bord de la mer, savoir s'il y avait un désert, etc. Donc le paysage, mais aussi
le physique de ces personnes, parce que bien sûr les gens à travers le monde n'ont pas le même physique, n'ont pas la même couleur de peau, les biens personnels, les effets personnels, on peut aussi utiliser cette expression, les biens personnels, les effets personnels, donc les biens des personnes, et aussi le type d'habitation. Donc elle nous avait vraiment un petit peu formés, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle nous avait en tout cas transmis un certain nombre de connaissances et aussi justement un peu peut-être pas un esprit critique, mais elle nous avait fait en tout cas aller assez loin au niveau de la réflexion sur comment on pouvait essayer de déduire où vivaient ces personnes et quel était leur mode de vie. Et du coup, on pouvait assez facilement essayer de deviner où ces personnes habitaient. Et donc vient le jour de l'évaluation, et moi j'étais vraiment très motivé cette année parce que le cours me plaisait beaucoup, et elle nous montre une photo d'une famille, donc devant sa maison. C'était une photo qu'on n'avait pas vue en classe, d'accord ? Donc il n'y avait pas de révision possible, on ne pouvait pas réviser et bien réussir, il fallait avoir bien écouté en classe et surtout bien avoir compris un peu bien avoir compris les stratégies pour essayer de deviner d'où venaient les personnes. Et donc vient le jour de l'évaluation, et moi je vois du coup la photo, et j'essaie vraiment d'avoir le meilleur score possible, parce que j'avais envie d'avoir une bonne note, parce que j'aimais beaucoup ce cours. Et donc je vois une famille asiatique. Moi j'aime beaucoup observer le physique des gens, et particulièrement leur visage, et essayer de deviner un petit peu d'où ils viennent. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. À Genève, d'ailleurs je suis bien loti, ça c'est une bonne expression, je suis bien loti, ça veut dire, donc je suis bien loti. Être bien loti, ça veut dire qu'on est bien servi, ça veut dire qu'on est dans un contexte qui favorise cela, qui est agréable pour cela, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est que moi, à Genève, je suis bien loti parce que c'est une ville qui est très internationale. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent des 4 coins de la planète. Et donc, pour moi, c'est très agréable parce que quand je suis dans le tram, je peux regarder autour de moi et je peux essayer de deviner un peu d'où viennent les gens. Ah, ok, cette personne, à mon avis, elle vient d'Amérique du Sud. Ah ouais, lui, je pense qu'il doit être européen, mais peut-être du nord de l'Europe. Okay ? C'est assez pratique pour ça parce que ça permet de combler en tout cas quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, je suis bien loti. Et donc cette année, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à essayer de deviner un petit peu l'origine des gens. Et durant l'épreuve, je vois clairement, ok, visage asiatique. Donc j'essaie de localiser un petit peu, d'identifier où ça peut être. Je me dis, ok, à mon avis, c'est un petit peu autour de la Chine. Je regarde un peu les effets personnels, je regarde un petit peu le paysage, et je me suis dit, bon, ok, ça peut être la Chine, mais à mon avis, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas la Chine, et clairement dans la consigne, il y avait, c'est un pays, ok, c'est un pays. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup deviner l'origine des gens. Et je me suis dit, tiens, ces gens, à mon avis, ils doivent être de Chine, mais près de la région du Tibet. Et à ce moment-là, je me disais, mais le Tibet, c'est pas considéré comme un pays. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme pays qui est très proche du Tibet ? Et je me suis dit, ah ouais, ok, on va dire le Bhoutan. Et donc dans l'épreuve, j'ai écrit le Bhoutan. Parce que déjà, à cette époque-là, en fait, je connaissais assez bien le nom des pays du monde. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance avec le Bhoutan. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai reçu l'épreuve et ma prof a cru que j'avais triché. Elle m'a dit mais comment c'est possible que tu aies deviné que c'était le Bhoutan ? C'est pas possible. Comment t'as fait ? Et vraiment j'ai senti en fait de la part de cette prof que vraiment elle était convaincue que peut-être j'avais déjà vu l'épreuve en avance ou bien que j'avais déjà vu le corrigé. D'accord ? Le corrigé c'est ce document dans lequel il y a l'épreuve mais il y a aussi toutes les réponses. Et vraiment, elle m'a demandé et j'ai senti qu'elle avait vraiment une suspicion, d'accord ? Elle imaginait que j'avais triché. Et je lui ai dit, mais non, j'ai pas triché. Et pourquoi ? Simplement parce que je pense qu'elle m'avait tellement motivé durant cette année que j'avais travaillé à fond mes cartes de l'Asie, le nom des pays, mais pas forcément de l'Asie, aussi des pays d'Amérique, des pays de l'Afrique. Mais là, en l'occurrence, pour l'épreuve, il fallait essayer de deviner d'où venait cette famille. Et il s'est avéré le résultat a été il s'est avéré qu'en effet, c'était le Bhoutan. Donc en fait, j'avais juste. Et elle avait prévu d'accepter la réponse Chine, Tibet. Voilà, donc Chine, c'était
bien plus simple à mon avis, parce que la plupart des gens de ma classe se disaient ok, visage asiatique, peut-être pas du sud, extrême sud, donc peut-être pas des gens de Malaisie ou de Thaïlande, mais plutôt Chine. Donc elle disait en fait j'aurais accepté la réponse Chine, mais voilà, j'étais la seule personne de la classe à avoir dit le Bhoutan. Et en fait, elle était un peu choquée. Elle était un peu choquée. Et tout ça pour dire que, en fait, je lui dois ce résultat. Ce que je vais dire par là, je lui dois ce résultat. Je lui dois ce résultat parce que c'est elle, je pense, qui a vraiment réussi à éveiller une sorte de curiosité et un intérêt ou en tout cas, un intérêt que j'avais déjà, elle a réussi à l'intensifier, à le rendre encore plus grand, d'accord ? Elle a réussi à éveiller un intérêt chez moi, c'est-à-dire elle a réussi à me motiver à en apprendre plus sur un sujet, ok ? Éveiller l'intérêt de quelqu'un. Donc je pense que j'avais déjà cet intérêt avant, mais c'est devenu quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus intense. Donc en fait, merci à elle pour cette année-là, parce que je pense que j'ai beaucoup appris. Et clairement, ça a intensifié un petit peu mon intérêt pour la géographie en général, mais aussi essayer de comprendre un petit peu la culture des gens et leur mode de vie. Donc voilà, j'ai ce souvenir, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai gardé le test, mais il me semble que je l'ai gardé. Il doit être quelque part dans des documents. Donc ce fameux test où j'avais écrit Bhoutan, et il y avait le vu. Et voilà, je l'avais choquée, je l'avais beaucoup surprise ce jour-là. Et je crois en fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pas cru. Je crois que sur le moment, elle a été persuadée que j'avais triché. Parce qu'elle se disait, c'est pas possible. Le Bhoutan, c'est un tout petit pays. On n'a même pas forcément vu où il se situait. Donc c'était peut-être moi, en fait, dans mon temps libre, qui avait juste un peu révisé des cartes de l'Asie parce que ça me passionnait. Et puis du coup, j'avais appris que il y a ce petit pays qui est pas loin du Tibet et qui s'appelle le Bhoutan. Et voilà, ça a dû un petit peu lui faire penser que c'était pas possible que j'ai trouvé par moi-même. Que j'ai trouvé par moi-même, c'est-à-dire que j'ai trouvé la réponse moi-même sans avoir accès au corrigé. Donc voilà, c'était cette petite anecdote, une bonne anecdote, un bon souvenir. Voilà, en fait je me rends compte que j'avais prévu d'autres trucs, mais que c'est déjà beaucoup trop long. Et du coup, je vais m'arrêter là, tranquillement. Ce que je vais vous demander dans les commentaires, c'est vous, est-ce que vous avez des anecdotes en lien avec peut-être la rentrée ? Si vous en avez une en lien avec la rentrée, ça peut être cool. Mais aussi simplement en général en lien avec votre scolarité. Est-ce que vous avez un bon souvenir, peut-être une enseignante ou un enseignant qui vous a marqué en bien, d'accord, qui vous a vraiment, je sais pas, transmis quelque chose de positif, ou bien vous avez un bon souvenir, ou bien cette personne avait une caractéristique qui était vraiment appréciable. Ok, appréciable, positive, agréable. Ou bien peut-être un mauvais souvenir, peut-être quelque chose de traumatisant, je pourrais utiliser ce mot, il n'est pas dans le dictionnaire, mais malaisant, gênant, embarrassant, peut-être un souvenir embarrassant de l'école, de votre scolarité. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez du mal à écrire en français, je comprends, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas à l'écrire dans votre langue maternelle, et puis vous pouvez mettre la traduction en français avec Google Translate, parce que même s'il y a des fautes, je pense que les gens pourront le lire, probablement le comprendre, et puis du coup ça rend la section des commentaires un petit peu dynamique, et puis ça fait aussi un petit peu de lecture pour les gens qui auraient envie de s'exercer en fait à travers les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être cool. Je vais essayer de faire la suite, donc peut-être les autres choses que j'avais notées, je vais essayer de le faire ces prochains jours, je vais faire de mon mieux. Juste avant de terminer, j'aimerais reprendre 2-3 commentaires du podcast numéro 1. Alors, il y a déjà Victor Ramos qui dit « Je peux reconnaître que grâce à ce format, vous parlez d'une manière beaucoup plus naturelle. J'espère que vous continuez, ou bien que vous continuerez. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, les personnes qui apprennent le français. » Hippopotame. Donc voilà, Victor Ramos, merci beaucoup. Victor, c'est clairement une personne qui a beaucoup commenté sous mes vidéos et qui a toujours fait des commentaires très agréables. Donc un grand merci à toi, Victor. Je vais essayer de continuer, bien sûr. Je vais faire de mon mieux. J'ai pas envie de lâcher ce podcast, mais c'est vrai que
entre le travail et la vie personnelle, le fait que je sois devenu papa, c'est vrai que je peux pas en tout cas produire autant que je veux. Et j'en suis désolé, mais je vais faire de mon mieux. Ensuite, il y a Sonia Lombardo qui dit « Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Le podcast, c'est une bonne idée. Un épisode ou une vidéo sur les différences entre la langue française en France et en Suisse serait intéressant. » Alors Sonia, merci beaucoup pour ton commentaire. Et clairement, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Vraiment, je vais préparer quelque chose. Je pense que le plus simple, ce serait peut-être que je trouve un article qui parle un petit peu de la différence entre le français de Suisse romande et le français de France. Donc je vais faire ça et je le préparerai dans un prochain podcast. Une réponse brève en tout cas, il n'y a pas beaucoup de différence entre le français de Suisse et le français de France. Au niveau du vocabulaire, il y a quelques différences, mais ça reste réduit. Je dirais que c'est surtout au niveau de l'intonation et de l'accent, où là il y a une différence qu'on peut remarquer, mais qui n'est pas non plus énorme. D'accord ? On n'est pas dans la situation où on a les gens qui parlent à Paris et puis les gens qui parlent à Montréal, au Québec, où vraiment ça sonne très différemment. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense que ça dépend aussi d'où on parle en Suisse. Moi, je viens de Genève où je pense il y a un accent, clairement, un accent genevois, mais je dirais que c'est pas l'accent le plus intense de Suisse romande. Donc, je dirais que c'est pas une grande différence. Voilà, je donne déjà une réponse brève. C'est pas une grande différence, mais j'en reparlerai plus tard dans un autre podcast. Sinon, il y a Arky Toon qui dit « Merci beaucoup, Monsieur Lucas, pour le podcast. Il est très efficace pour apprendre le français. » Et il dit « J'ai une suggestion. Si vous pouviez faire les podcasts un peu plus courts, donc là, je traduis de l'anglais, ce serait beaucoup mieux pour l'apprentissage. Un podcast de 15-20 minutes, ce serait mieux. Ce serait plus simple de l'écouter et ce serait aussi plus simple de l'écouter plusieurs fois. » Voilà, je vais juste abréger. Donc, merci beaucoup, Arky Toon, pour cette suggestion. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que des fois, en fait, je prends des notes et je m'imagine que ça va me prendre 30 minutes. Mais en fait, sur le moment, j'improvise, je veux donner un complément, je veux expliquer quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, par exemple, je voulais faire un podcast court, mais je suis sûr qu'il est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Mais je prends en compte ton commentaire et je pense que c'est une bonne idée, en effet, d'essayer de faire des podcasts un peu plus courts. Voilà. Le conseil que je peux te donner, si c'est un peu plus long, c'est peut-être de le couper en deux ou bien de le couper en trois et de te dire, voilà, s'il dure 30 minutes, je vais écouter une fois 15 minutes et une autre fois 15 minutes. C'est pas un conseil incroyable, hein, je pense que tu y as déjà pensé, désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te permet un peu de te donner un objectif. Aujourd'hui, j'écoute 15 minutes. Voilà, après, je m'arrête. Je suis strict avec moi-même. Je m'arrête pile à 15 et je continuerai la prochaine fois. Voilà. Ensuite, on a Ursula Jastrzebska. Je pense que c'est un nom polonais, je n'arrive pas à le prononcer. Mais donc voilà, Ursula Jastrzebska. Merci Lucas de ton podcast, c'est super intéressant pour moi. J'ai hâte d'écouter le suivant. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Et un dernier, je ne peux pas prendre tous les commentaires, mais merci beaucoup à tous les autres commentaires. J'en prends juste un dernier. C'est Gaston Fernandez qui dit « Coucou Lucas, je m'appelle Gaston Rodrigo, je viens de Buenos Aires en Argentine, mais je vis en Nouvelle-Zélande depuis un bail. » Depuis un bail, ça c'est une cool expression pour dire depuis un long moment. Ok, ça fait un bail, depuis un bail, ça fait un long moment. Je suis prof d'anglais, comme toi aussi, et d'espagnol. Ok. J'apprends le français depuis presque 6 ans, surtout seul avec des podcasts, la radio, les séries, etc. Et ce niveau de podcast est parfait à mon avis pour les étudiants avancés. J'ai tout compris, merci 1000 fois de l'avoir créé et surtout de l'avoir partagé avec nous. Bonne soirée et continue comme ça. Et il dit, je veux dire, donc là il continue son commentaire, il dit, je veux dire keep it up. On dit cela en français aussi. Merci d'avance, Rodrigo. Alors, on ne dit pas keep it up en français, mais on peut dire, ouais, continue comme ça. Continue comme ça, c'est vraiment l'équivalent de keep it up. Je ne sais pas si les Québécois disent keep it up. Je ne sais pas, je pense pas. Mais je ne sais pas, faudrait demander à des Québécois. Mais continue comme ça, en effet. C'est l'expression qu'on utiliserait. Donc voilà, un gros merci à ces personnes. Pour leurs commentaires, pour leurs encouragements, même si je ne vous ai pas cité dans ces commentaires-là et que vous en avez laissé un grand merci. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vais laisser un autre mot-clé. Il y a un chien qui aboie, il y a un chien qui fait waf, waf, waf et du coup,
On va utiliser ce mot-clé là que vous pouvez glisser dans les commentaires pour me montrer que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, ce qui serait incroyable parce qu'il est probablement plus long que ce que j'avais prévu et du coup vous pouvez inclure dans votre commentaire, vous pouvez inclure le mot aboyer. Aboyer, c'est A-B-O-Y-E-R. A-B-O-Y-E-R. Aboyer. Waf, waf. Aboyer. Ok ? Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, matinée, peu importe. Et à tout bientôt pour un podcast. Ciao, à la prochaine.